bienvenue à tous. Donc, je vous disais, je suis Gaëlle Marguin, je suis la cofondatrice de l'association et je suis aujourd'hui l'animatrice de cette session des Infocœurs, aujourd'hui spécialement sur la thématique de la tétralogie de Fallot. Je vais vous partager mon écran. Donc, nous avons plusieurs interventions aujourd'hui. Nous avons la présence du docteur Clément Carsanti du CHU de Toulouse. Bonjour, docteur Carsanti. Nous avons également la présence de Anissa qui va aujourd'hui témoigner sur son statut de patient né avec une cardiopathie congénitale. Nous avons également Caroline qui va nous parler, elle, de son témoignage en tant que parent d'un enfant né avec une cardiopathie. Et enfin, je suis accompagnée également de Delphine aujourd'hui qui modère cette session et donc qui va pouvoir vous aider et répondre en tout cas relater toutes les questions que vous pouvez poser dans le chat. Eh bien, je vais laisser la parole au docteur Clément Carsanti, qui est cardiologue auprès du CHU de Toulouse. Peut-être qu'on a des Occitans à l'écran aujourd'hui. Et Clément, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, en effet, je m'appelle Clément Carsanti. Voilà, je partage mon écran. C'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler de la tétralogie de Fallot. Donc, on va brièvement parler de la tétralogie de Fallot. Et puis, comme on l'a dit, il y aura des questions après. Donc, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Bon, la tétralogie de Fallot, c'est la cardiopathie congénitale cyanogène, donc qui rend les patients bleus ou désaturés la plus fréquente. Juste pour information, elle a été découverte à Marseille par le docteur Arthur Fallot. Et ça représente 5% des cardiopathies congénitales, donc c'est quand même assez fréquent. Ah oui, quand même. Ça peut être associé à des anomalies génétiques telles que la trisomie 21 ou le syndrome de Di-George, mais parfois, bien sûr, ou la plupart du temps même, ce n'est pas associé à des anomalies génétiques et il n'y a pas de cause réellement retrouvée. Le diagnostic peut être anténatal, on peut le voir sur les échographies fétales en anténatal, donc on peut faire un diagnostic anténatal qui en général d'ailleurs, qui normalement doit aboutir à une analyse génétique pour voir s'il n'y a pas une des anomalies dont on vient de parler. Il y a un risque de récurrence d'environ 3%. Donc, quand on a soi-même une tétralogie de Fallot, le risque pour les enfants est d'environ 3%. Donc, ce n'est pas du tout une chance sur deux comme dans certaines anomalies. Donc, on est sur quelque chose avec une part génétique, mais qui n'est pas évidemment purement génétique. Alors, qu'est-ce que c'est? Très simplement, vous voyez ici, c'est un schéma du cœur. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trou entre les deux ventricules, qu'on appelle donc la CIV, la communication interventriculaire. Et puis, il y a un obstacle, une gêne à l'éjection du sang vers les poumons, donc dans les artères pulmonaires, ce qui fait donc un obstacle. L'aorte, le gros vaisseau qui emmène le sang oxygéné partout, est un peu décalé, ce qu'on appelle la dextroposition, c'est des mots savants, mais peu importe. Et le cœur droit est hypertrophié, il y a une hypertrophie. Voilà, tout ça est dû à une anomalie de cette partie-là qui est déviée et qui entraîne ces malformations, donc tétralogie, parce qu'il y a ces 4 anomalies, avec évidemment des variantes anatomiques, des choses plus ou moins différentes et compliquées, mais la base, c'est ça. Alors, ce qu'il est intéressant quand même de savoir, c'est lorsque l'on n'opère pas ou lorsque l'on n'opérait pas dans le passé ces malformations, c'est quelque chose de très grave, puisque vous voyez, la mortalité à 10 ans, elle est de 70%. Donc, on comprend bien qu'il faut prendre en charge ces patients. Et finalement, ils mourraient du fait d'être très bleus pendant très longtemps, et puis peut-être aussi de malaise, etc. Donc, normalement, en 2023, tous les enfants et tous les adultes qu'on voit ont été opérés. D'accord? Alors, à la naissance, le Fallot, on dit que c'est la maladie bleue, mais il y a des Fallots qu'on dit un peu rose, c'est-à-dire qu'en fait, l'obstacle n'est pas très sévère. Et donc, en fait, il y a suffisamment de sang qui va au poumon et il y a suffisamment, finalement, il y a moins de sang bleu qui va dans l'aorte. Donc, ils ont un souffle, il y a une petite désaturation, mais ce qu'on appelle des Fallots assez roses qui vont bien. Et souvent, on le découvre soit en anténatal, soit à la naissance, mais c'est des enfants, des bébés qui vont
qui vont aller bien et qu'on va prendre en charge tranquillement vers l'âge, on va le voir, de quelques mois. Et puis après, il y a des phallos plus bleus, comme on dit, c'est-à-dire vraiment l'obstacle va être serré et le shunt, c'est-à-dire la déviation du sang va être plus importante et les bébés vont être très bleus. Voilà. Donc, ça, c'est deux formes un peu différentes. Hein. C'est comme toujours, hein, il y a une description générale, mais il y a des gravités ou des formes particulières et chaque enfant, hein, chaque nouveau-né va quand même avoir ses particularités et ses différences. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, le diagnostic, quand on le découvre en postnatal, il est simple, c'est avec l'échographie cardiaque. Voilà, vous savez ce que c'est, hein, une échographie cardiaque, c'est non-invasif. On fait l'échographie du bébé et on trouve la malformation que je vous ai décrite. On n'est pas là pour faire un cours d'échographie, donc je passe ces images, mais à l'échographie, on fait très bien le diagnostic de tétralogie de Fallot. D'accord? Et ensuite, alors, il peut y avoir des interventions tout petites, c'est-à-dire dans le premier mois de vie, qu'on dit pour attendre la chirurgie complète dans des formes plus ou moins sévères. Ça arrive. Parfois, il y a des médicaments aussi pour essayer de relâcher le cœur, pour éviter de faire des malaises. Mais on va dire dans le Fallot rose ou le Fallot classique, on va l'opérer vers l'âge de 4 à 6 mois, d'accord, à peu près entre 4 et 6 mois. Et le chirurgien va donc réparer la cardiopathie. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est une chirurgie à cœur ouvert en circulation extracorporelle, c'est-à-dire qu'on arrête le cœur, on fait circuler le sang à l'extérieur et comme ça, le chirurgien, il peut réparer puisqu'il voit et il a accès au cœur, il ouvre et il va donc, je voulais dire, premièrement, enlever le muscle et l'obstacle qui gênait la sortie vers les artères pulmonaires. Ensuite, il va fermer la CIV, le trou entre les deux ventricules, vous voyez, avec un patch. Et il va aussi souvent, pas toujours, mais souvent, ouvrir l'artère pulmonaire ou l'anneau pulmonaire pour l'agrandir parce qu'il est souvent petit. D'accord? Donc voilà, après, bien sûr, on referme les cicatrices qu'on a ouvertes et puis on refait circuler le sang. Et voilà. Donc ça, c'est la chirurgie réparatrice de la tétralogie de Fallot. Et donc, ça a permis une amélioration spectaculaire hein, de la mortalité, hein, puisque vous voyez, on a, et encore ça, c'est des cohortes historiques, donc je pense que dans 40 ans, ce sera encore bien mieux, mais plus de 85% de survie à 40 ans. Vous vous souvenez, on était à 70% de décès à 1 an, et grâce à la chirurgie, hein, donc c'est quand même un progrès phénoménal, on a transformé le pronostic de cette maladie. Et la mortalité post-opératoire, elle est autour de 1%. C'est pareil, il y a des choses plus ou moins compliquées dans la tétralogie de Fallot, mais autour de 1%. Donc, ça reste plutôt faible, mais ça reste bien sûr une chirurgie cardiaque chez un nourrisson. Donc, le risque zéro n'existe pas. Donc, ça, c'était dans les années, on va dire, 80-90. On a été ravis de ces résultats. Mais il faut quand même savoir que 3 adultes sur 4 ou 3 patients sur 4 présenteront une complication durant le suivi. Alors, une complication plus ou moins grave, hein, mais une complication. Et donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut être comme complication. Alors, souvent, c'est des complications qui surviennent à l'âge adulte. C'est rarement pendant l'enfance. Ça peut arriver, hein, mais c'est plutôt à l'âge adulte. Parfois, c'est pendant l'enfance et il y a plusieurs interventions pendant l'enfance, mais c'est souvent plus tard. Vous voyez, donc il peut y avoir ce qu'on appelle des troubles du rythme. Et vous voyez, avant l'âge de 25 ans, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, à partir de l'âge de 40 ans, pouf, il y en a de plus en plus. Donc, il peut y avoir des troubles du rythme. Ensuite, on va aller ici. Il peut y avoir une CIV. Alors, souvent, elle y est en post-opératoire. Le chirurgien ferme et puis il peut rester un petit passage. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle une CIV résiduelle. Et puis, il peut y avoir aussi une endocardite. Une endocardite, c'est une infection des valves du cœur. Ça, c'est souvent quand on a mis une valve biologique. On va en parler. Parce que, je vous ai dit, le chirurgien, il a ouvert la valve pulmonaire souvent. Et donc, ou en tout cas, il a ouvert et il y a donc une fuite. Finalement, ça revient en arrière. Soit il n'a pas suffisamment ouvert ou avec le temps, avec la croissance, ça n'est pas suffisant. Donc, il y a ce qu'on appelle un obstacle sur cette voie pulmonaire. Et donc là,
vous allez me dire, on a quand même, et pareil, les progrès de la médecine, de la chirurgie ont été majeurs et on a donc on peut, sur chacune de ces complications, proposer quelque chose et finalement, soit continuer de réparer, soit guérir des choses. Par exemple, quand on doit remplacer la valve pulmonaire, et ça c'est un exemple, parce que je ne vais pas citer toutes les complications et surtout tous les progrès, mais on peut opérer et remplacer cette valve pulmonaire, soit par chirurgie, donc une nouvelle chirurgie à cœur ouvert, où le chirurgien va remplacer la valve, tout simplement. Enfin, tout simplement, il va remplacer la valve. Et on peut aussi le faire par cathétérisme depuis les années 2000. Et alors là, il y a des progrès continus encore, où on va, par les vaisseaux de la jambe, monter jusqu'au cœur, et donc par cathétérisme, aller remplacer la valve pulmonaire avec différentes valves pour qu'il n'y ait plus de fuite ou plus d'obstacles. Et ce que je vous disais, c'est que cette valve, par contre, il faut faire bien attention parce qu'il peut y avoir une infection dessus. Ce que je disais tout à l'heure, une endocardite. D'accord ? J'en parle pas tout de suite, mais c'est pareil. En rythmologie, il y a eu des progrès depuis 20 ans exceptionnels. Donc, on peut vraiment proposer des choses très intéressantes. Alors là, je vous ai dit, je vous ai fait dresser un peu un tableau de tout ce qui peut mal se passer, mais quand même, souvent, les patients vont très bien. Et justement, le but, c'est quoi? C'est d'aller bien et d'avoir la vie la plus normale possible. Faire du sport, tout type de sport, alors, sous conseil de votre cardiologue, mais normalement, vraiment quasiment tout type de sport. Vous voyez, ça, c'est un exemple que j'aime vraiment bien citer, hein. C'est Shaun White, c'est un triple champion olympique de snowboard, de halfpipe, qui a été opéré 3 fois d'une tétralgie de Fallot. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a été opéré 3 fois qu'on ne peut pas devenir triple champion olympique. Donc, c'est vraiment des messages qu'il faut faire passer et qui sont vraiment importants maintenant. Alors, pareil, hein, on peut discuter de grossesse, d'avoir une famille. Chaque cas est évidemment particulier, mais dans la plupart des cas, tout ça est possible. Et évidemment, avoir un travail et la plupart des travails sont possibles. Alors, tout ça, je pense, est possible si on a un suivi régulier avec un cardiologue congénitaliste qui va faire quoi? Alors, à peu près tous les ans, dans un centre qui a l'habitude de voir des patients avec une tétralogie de Fallot, parce que vous avez vu, hein, il peut se passer des choses et on peut aussi proposer beaucoup de choses, mais pour ça, il faut connaître. Donc, il faut que ce soit avec des cardiologues qui connaissent. Et donc, à peu près une fois par an, il y a bien sûr l'examen clinique, une échographie, l'électrocardiogramme, et puis régulièrement, il peut y avoir une IRM du cœur en plus, et il peut y avoir aussi un test d'effort pour voir justement comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut proposer, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus de sport de fond, etc. Et donc ça, tous les ans, c'est vraiment capital pour éviter quoi? Pour éviter d'être perdu de vue et qu'après, on se retrouve 10 ans après sans avoir vu aucun cardiologue et qu'on revienne dans le circuit sur une complication que je vous ai citée. Et là, c'est toujours plus compliqué de prendre en charge quand c'est une complication. Il vaut mieux le faire avant la complication. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de ce suivi régulier finalement toute la vie. Voilà. Je pense que j'ai fini. Donc, je ne sais pas si j'étais dans le timing, mais je vous remercie. Et puis, on va répondre peut-être à une question et puis après aux autres questions. Un grand merci Clément pour cette intervention très claire, très condensée. Et ce n'est pas forcément évident, je pense, de faire quelque chose de condensé. Est-ce que nous avons des questions, Delphine, dans le chat qui sont arrivées? Alors, je crois qu'il y a une personne qui a eu un souci technique et la pauvre, elle ne peut pas se connecter. Oui, alors, vous m'entendez bien là? Oui. Effectivement, on a une personne malheureusement qui n'arrive pas à se connecter, qui aurait bien aimé, donc j'espère que le problème va se résoudre. Concernant les questions, donc c'est surtout quelles seraient les causes de la tétralogie de Fallot, déjà, pour commencer. Alors, donc les causes, la plupart du temps, on ne connaît pas, il n'y a pas de cause unique, c'est-à-dire que c'est une malformation congénitale. Quand le cœur se forme pendant la vie fœtale, il y a une malformation. Et ce n'est pas lié à, je ne sais pas moi, c'est pas, finalement, en fait, pour résumer, ce n'est pas la faute de telle ou telle personne, ce n'est pas la faute des parents, c'est pas la faute, il n'y a pas une anomalie, c'est pas sur ce qu'on a mangé, des toxiques ou des choses, c'est rarement ça. Par contre, il peut y avoir, ce que je disais, des causes quand même génétiques, des syndromes, comme le syndrome de Dijorge ou la trisomie 21,
Et un cas sur 4 dans la tétralogie de Fallot, on recherche ça parce que ça peut expliquer la tétralogie de Fallot quand il y a un syndrome. Voilà. Mais 3 fois sur 4, il n'y a pas de cause retrouvée à l'heure actuelle. Peut-être que dans 30 ans, on dira on a trouvé quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas aussi simple. Voilà. J'ai juste une petite question de Jeanne. Est-ce que c'est aux parents de demander des examens génétiques? Alors, quand on fait le diagnostic en anténatal, donc pendant la grossesse, non, c'est l'obstétricien, le cardiopédiatre qui propose une analyse génétique normale, systématique dans la tétralogie de Fallot. Après, à la naissance, là, c'est différent parce que la trisomie 21, souvent, on a une suspicion clinique, d'accord? Et le syndrome de Dijorge, pareil, on a des arguments cliniques qui peuvent nous faire suspecter un syndrome de Dijorge. Et là, c'est plutôt pareil, le cardiopédiatre qui propose une analyse génétique. Mais ce n'est pas aux parents. Normalement, c'est les médecins qui s'en occupent. Le syndrome de Dijorge, c'est la délétion du 22q11. Oui, c'est délétion 22q11, tout à fait. Ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les différentes appellations. Très bien, merci. On va reprendre aussi toutes vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on pourra y revenir après. Et on va écouter tout de suite le témoignage de Caroline, qui est bénévole dans l'association Petit Cœur de Beurre que vous pouvez retrouver en Île-de-France, puisque Caroline est référente sur l'hôpital Marie-Lannelongue. Donc, si vous avez besoin de faire un passage par l'hôpital Marie-Lannelongue, n'hésitez pas à contacter Caroline. Et du coup, Caroline, tu es avec nous? Oui, je suis là. Je te laisse la main. Écoute, voilà, on t'écoute. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Caroline, j'ai 40 ans, je suis mariée avec Aurélien et nous avons 2 enfants. Notre plus grand qui s'appelle Aaron, qui a eu 9 ans mercredi et qui est donc né avec une tétralogie de Fallot, et Lénie qui a 4 ans et demi. Du coup, moi, j'ai eu une grossesse tout à fait normale, après voilà, les petits inconvénients de grossesse, donc diabète gestationnel et hypertension. J'ai été suivie normalement et comme vous vous en doutez, le diagnostic a été fait postnatal. Donc, j'ai accouché par césarienne dans le 91 et en fait, très vite, Aaron, dès la naissance, a eu des problèmes pulmonaires. Donc, il ne savait pas trop si c'était dû à l'accouchement par césarienne où il avait encore de l'eau dans les poumons. Mais il était donc… alors, il n'a jamais été bleu, par contre. Dès la naissance, il était bien rose. Donc, nous, c'était un Fallot rose. Et en fait, il a très vite été transféré dans un autre hôpital. Donc, au bout de 2 heures de vie, j'ai été séparée de lui. Je ne l'ai même pas porté dans mes bras parce que césarienne. Donc, voilà, j'étais alitée. Et en fait, en arrivant dans l'autre hôpital, donc à presque 30 km de là où j'ai accouché, quand les bébés arrivent en détresse respiratoire, ils font un check-up complet, donc écho cardiaque. Et en fait, à 2 jours de vie, au moment où j'allais le voir pour la première fois, on nous a appelé au téléphone en nous disant en fait, on voit qu'il y a un problème au niveau du cœur. Donc, je peux vous imaginer l'état dans lequel on était. On était à 30 km de lui, je ne l'avais pas porté, vu 5 minutes. Et là, on nous annonce qu'il y a un problème au cœur. Donc, bien évidemment, on a été le voir en urgence à l'hôpital où il était. À peine arrivé, on nous a dit on le retransfère dans un autre hôpital. Donc voilà, 2 jours de vie, il avait déjà fait plusieurs allers-retours en ambulance. Et en fait, on est arrivé à Marie-Lannelongue. Donc voilà, complètement perdu. La cardio qui nous fait l'écho. Donc un cardio, quand ça fait une écho, ça ne parle pas. Donc c'est un quart d'heure, 20 minutes très intense où on se dit, enfin voilà, tout se passe dans notre tête. Et en fait, donc finalement, elle nous annonce qu'il y a une tétralogie de Fallot. Donc, elle nous explique avec un schéma. Autant vous dire que ça a été la personne que j'ai détestée le plus au monde cette journée-là. Je me souviens aussi dans les couloirs de Marie-Lannelongue avec mes parents où j'ai dit à ma mère, je te préviens, il n'y aura pas de deuxième enfant parce que ce qu'on vit là, ce n'est pas possible. Puis en fait, vous voyez, on revient sur nos paroles. Donc voilà. Juste, voilà, la naissance, l'annonce, on dit parfois
que c'est bien d'avoir le diagnostic avant ou de l'avoir après. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse insouciante où voilà, j'ai pu profiter à fond. Après, c'est sûr que le choc de l'annonce et la séparation, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir mon accouchement qui a été volé. Voilà, moi j'étais à la maternité, toutes les mamans autour avaient leur bébé. Moi, j'étais toute seule dans ma chambre. Un accouchement, c'est aussi la vie. Enfin, avant le Covid, c'était la famille qui venait, les cadeaux, voir bébé, etc. Donc tout ça a été non pour moi. Donc c'est très compliqué quand c'est le premier. Voilà, on a tous en tête l'image de l'accouchement, la grossesse parfaite et tout ça. Et en fait, quand on a ce choc moral, c'est très compliqué pour se remettre, voilà, pour s'en remettre. Donc ça, c'est toujours un des petits traumatismes que j'aurais, je pense, par rapport à mon accouchement. Du coup, les 4 premiers mois de vie, Aaron a fait des allers-retours à l'hôpital. Donc, je pense qu'il a passé les 6 premiers mois de vie, on a dû passer à peu près 4 mois cumulés à l'hôpital. Il est resté une semaine après sa naissance à l'hôpital. Il tolérait très bien sa malformation. Du coup, il a pu sortir. Et du coup, on est rentré à 4 mois donc pour l'opération, pour la première opération. Donc, donc lui, il est né en 2014. Donc, en 2014, la tétralogie de Phallos opérée au moins en 2 fois déjà. Et en fait, au moment où on rentre à l'hôpital, le chirurgien décide de tenter un cathéter. Donc, il lui a ouvert par l'aine. Il a monté un ballonnet pour essayer d'ouvrir l'artère pulmonaire qui était complètement fermée. Le cathéter marche, donc du coup, ça nous donne 2 mois de répit. Donc, on va retourner chez nous, profiter, le faire grossir pour avoir ensuite son premier vrai bloc. Et donc, premier bloc, donc là, ils avaient décidé de mettre un Blaloc. Donc, en fait, c'est un tube qui relie l'aorte à l'artère pulmonaire pour essayer d'envoyer du sang pour faire grossir et ouvrir l'artère. Le bloc se passe bien, le retour en réa, pas du tout. Donc, les Blaloc, je crois que c'est 2 ou 3 millimètres. Hein, donc, vous voyez la taille, quand il faut poser ça sur une artère, c'est hyper compliqué. Et en fait, le Blaloc a bougé au moment de la réa. Du coup, ils ont été obligés de tout rouvrir, enfin, d'essayer de repatcher tout ça. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Donc après, on est resté à peu près une semaine ou 10 jours à l'hôpital. Et en fait, au bout de 2 mois, un matin, on l'a retrouvé tout gris. Donc là, c'était vraiment le choc parce qu'il avait jamais été rose. Il a toujours été rose. Donc voilà, un matin, il pleurait complètement amorphe, pas de biberon, tout gris. Donc on retourne en urgence à l'hôpital. Et donc, en fait, il a fait une endocardite. Donc, c'est une des complications dont le docteur a parlé juste avant. Donc, une infection qui s'est développée autour des valves dans le sang. Voilà, il était vraiment bien infecté. Donc, à 6 mois de vie, ils ont été obligés de le repasser au bloc. Donc, donc, on rouvre tout, on enlève tout ce qu'on a fait. Et le chirurgien a décidé de tout patcher. Donc, voilà, il ouvre toutes les artères au maximum, il patch, il referme tout, etc. Donc voilà, deuxième bloc pour nous. Donc voilà, on retrouve notre enfant en réa complètement amorphe, les yeux vraiment d'une grande tristesse. Donc ça, c'est aussi très compliqué la réa lors du deuxième bloc. Et donc, on ressort à nouveau au bout de 10 jours. Hein, les enfants, ils ont une capacité qui est vraiment incroyable de se remettre. Et en sortant du deuxième bloc, on savait qu'on en aurait forcément un troisième, puisqu'on devait réparer en 2 fois. Donc, on a presque 1 an de répit où il peut grossir, sachant que quand au deuxième bloc, vu qu'il est sorti, qu'il a fait une endocardite, donc il est encore bien infecté au niveau du sang. Donc, on sort avec un cathé où on va pousser des antibiotiques pendant presque 2 mois pour essayer vraiment de tout nettoyer. Et du coup, arrive donc le troisième et dernier bloc à 1 an et demi. Donc là, après, c'est presque de la routine au bout du troisième. Bon, après, donc là, il a été opéré à Massy pour la 3e fois. Et c'est pareil, en 10 jours, il s'est bien remis. Il a juste chopé froid en réa et au bloc. Donc, on est sorti avec une grosse bronchite. Mais du coup, voilà. Donc ça a été les 3 opérations pour nous depuis 2014 jusqu'à presque 16. Aujourd'hui, donc il a eu 9 ans mercredi, donc il se porte super bien. Il a un suivi médical tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, on va voir la cardio-pédiatre qui nous suit pour vérifier où en est son artère pulmonaire. On sait qu'il y aura certainement un nouveau passage au bloc parce que l'artère pulmonaire ne s'ouvre pas assez par rapport à sa taille.
plus la valve qui risque de ne pas tenir aussi jusqu'à son âge adulte. Après, on a vu les progrès qu'il y a, ne serait-ce qu'en 9 ans, donc on sait que le prochain bloc, ça sera certainement un cathé ou vraiment une chirurgie beaucoup moins invasive, donc on est très optimiste là-dessus. Donc il est à l'école. Vous le croisez dans la rue, vous diriez pas qu'il a été opéré 3 fois. Hein. Il n'a pas de médicaments, il n'a pas de plan de suivi à l'école. Il fait du sport, donc il va à la piscine, il a fait du judo, du karaté, de l'escrime. Voilà, on essaye vraiment de le pousser à faire un peu de sport puisque le cœur, c'est un muscle qu'il faut donc muscler, donc il faut absolument qu'il fasse du sport. Il est hyper dynamique. Voilà, on a juste les troubles du neurodéveloppement. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on sensibilise énormément. Voilà, entre le fait que quand il était dans mon ventre, que la circulation ne se faisait pas correctement, le cerveau n'est pas forcément irrigué comme il faut, plus les 3 blocs avec les CEC, ça crée parfois des troubles du neurodéveloppement. Donc, on a eu un peu de mal à se faire diagnostiquer, mais aujourd'hui, voilà, c'est un diagnostic qui est posé. Il fait ce qu'on appelle de la dyspraxie et de la dysgraphie. Donc voilà, il a des problèmes d'écriture, de motricité fine, de reconnaissance dans le temps. Voilà, donc on est suivi, on est bien encadré, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit garçon plein de vie qui est très fatigant, hein, aussi fatigant qu'un enfant normal. Et du coup, voilà. Merci Caroline. Alors, je pense qu'autour de cet écran, on est nombreux à tout ce que tu nous as raconté, ça nous parle à beaucoup d'entre nous, je pense. Donc, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si Delphine, nous avons des questions qui se sont présentées dans le chat. Alors, il y a surtout des mamans qui se sont reconnues dans le parcours de Caroline. Voilà, donc pour l'essentiel des questions, donc la première, c'est une question de Virginie, qui est comment gérer l'angoisse de l'enfant qui se rend compte de sa maladie? Alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons... De ton petit garçon? Ouais, alors en fait c'est marrant parce que vu qu'il a été opéré très très jeune, en fait sa cicatrice fait partie de lui. Il la voit pas tous les jours. Hein, voilà, nous et personne ne lui fait remarquer. Donc en fait, il se sent pas malade, il se sent pas différent. La cicatrice fait partie de lui en fait. Donc quand on va à la plage ou quand il va à la piscine, la cicatrice n'est pas cachée. Donc nous, c'est une grande fierté pour nous et je pense que peut-être qu'il le ressent cette fierté et il s'est jamais senti malade, différent. Honnêtement, ça lui passe mais complètement au-dessus de la tête, quoi. Là, pour l'instant, il a 9 ans, c'est juste l'école, le sport, YouTube ou des choses comme ça, mais il n'est pas du tout angoissé par sa maladie, enfin par sa malformation, peut-être parce que c'est nous qui ne l'angoissons pas ou qu'on garde beaucoup sur nous. Mais voilà, il est vraiment pas du tout angoissé. Alors peut-être qu'il est encore jeune et que dans quelques années, on le ressentira. Mais voilà, pour l'instant, à 9 ans, il n'y a pas d'angoisse. Voilà. Alors, moi, je rebondis, Caroline, merci pour ce que tu dis. Et pour répondre à Virginie, si toutefois, on décèle qu'il y a une difficulté pour un enfant, des angoisses particulières qui se mettent en place, sachez que l'association Petit Cœur de Beurre appartient à la filière cardiogène, qui est la filière de santé maladies rares pour les cardiopathies congénitales, entre autres. Et au sein de cette filière cardiogène, nous avons des psychologues. On a un réseau de 3 psychologues qui sont vraiment dédiés au sujet de la cardiologie, notamment de la cardiologie pédiatrique, et qui donc pourront vous aider. Il suffit d'aller même sur notre site internet ou sur le site internet de la filière cardiogène et vous pourrez retrouver leurs coordonnées. Je peux vous les mettre également dans le chat. Vous pouvez leur envoyer un mail et puis ils conviendront avec vous d'un entretien téléphonique. Ça, c'est valable pour vraiment tout le monde. Hein. Si vous vous sentez parfois en difficulté, si vous avez juste besoin de poser une question pour un accompagnement, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on va passer tout de suite au point de vue du patient. Cette fois-ci, on monte un petit peu dans le temps et Anissa va nous parler d'elle puisque Anissa est bénévole au sein de l'association Petit Cœur de Beurre, née avec une tétralogie de Fallot. Tu es dans le nord, Anissa, près de Lille. Je te laisse la parole si tu veux partager ton écran. Merci. Alors, bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai fait un petit plan, donc je vais commencer par aborder l'annonce de la maladie, le suivi et l'après, c'est-à-dire bien, mon quotidien aujourd'hui. Hop. Alors,
Donc, moi, j'ai découvert ma tétralogie de Fallot après une opération d'une hernie ombilicale. Comment ça s'est passé? Eh bien, au réveil, les médecins se sont rendus compte que je demandais énormément d'oxygène et ils se sont posés des questions puisque ce n'était pas normal. Et c'est comme ça qu'ils ont posé le diagnostic de la tétralogie de Fallot. J'ai donc été emmenée tout de suite dans divers hôpitaux et à 2 mois, j'ai eu ma première opération à cœur ouvert à Marie-Lannelongue. Donc déjà, de Lille à Marie-Lannelongue, c'est loin, pas forcément avec ma famille. Donc en tant que bébé nouveau-né, c'est compliqué. Une opération longue, éprouvante. Bon, je m'en souviens pas du tout, hein, évidemment, mais voilà. Toute mon enfance, j'ai pris de l'oxygène à la maison dans les grosses bonbonnes de l'époque. C'était difficile pour moi de manger, je m'alimentais très peu, et j'avais, beaucoup de médicaments à prendre. À 2 ans, j'ai dû, subir une nouvelle opération, donc 2 d'ailleurs, coup sur coup pour, essayer de réparer complètement, le problème. Après, de la réanimation, heu, ça s'est bien passé, ça s'est stabilisé, mon état du moins. J'ai pu, grandir, normalement. J'étais très essoufflée, notamment à l'école. C'était assez compliqué, j'étais très fragile, donc je ne sortais pas en récréation comme tout le monde. J'étais, j'étais un petit peu isolée, mais sinon globalement, au niveau des apprentissages, tout s'est passé, comme il faut. En 2014, j'ai subi une, 4e opération à cœur ouvert pour, remplacer ma valve aortique. Alors de base, on devait, passer, par cathéter, hein, hem, mais ça ne s'est pas passé, comme il, se devrait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était, pour moi, comme j'étais déjà grande, adolescente, 17 ans, il me semble, à peu près. Hem, eh bien, ça a été la plus compliquée des opérations pour moi parce que j'ai vraiment vu, eh bien, mon état, diminuer, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, pas très bon souvenir, mais finalement, après, l'opération, à cœur ouvert pour cette valve, donc à Massy, eh bien depuis, je n'ai plus besoin de prendre des médicaments. Donc ça, c'est un grand soulagement, comme quoi finalement tout s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre. Après cette opération, cette dernière pour le moment, le suivi a été donc régulier, tous les mois. Puis ça s'est espacé, parce que tout allait bien, tous les 3 mois et aujourd'hui, eh bien, mon cardiologue, m'a dit de revenir, seulement si j'avais des questions, des préoccupations ou des petites choses, qui changeaient. Donc c'est super. Alors l'après en tant, qu'adulte, heu eh bien, je tenais à parler plus, des émotions puisque voilà, les témoignages qu'on a eus, ont beaucoup, parlé des opérations et cetera et je me doutais que ça allait être un peu le cas donc c'est, en tant qu'adulte important de parler de ce qui des séquelles en fait, des opérations et non physiques mais plutôt, émotionnelles. Donc suite à ces opérations à 2 mois, 2 ans et à l'adolescence, eh bien, on s'en rend pas compte, mais quand on est tout petit, qu'on est loin de ses parents, dans une ville qu'on ne connaît pas, tout ça, le bébé le ressent et forcément sur le moment, et puis plus tard, on ne se souvient pas.
mais notre cœur n'oublie pas. Et c'est difficile, pour moi en tout cas, de gérer mes émotions. Donc c'est soit tout, soit rien, notamment, beaucoup de colère, pas forcément, d'ailleurs pas du tout lié, je pense, au diagnostic ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, des émotions, très fortes qui se ressentent et une blessure, d'abandon puisque j'ai été, longtemps, séparée de mes parents, notamment, en réanimation et cetera. Quand j'étais enfant, à l'école, c'était difficile pour moi de me concentrer. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. J'étais très lente de ce que les professeurs, disaient de moi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des apprentissages, tout s'est bien passé. Donc s'il y a, des parents, qui sont avec nous, je pense que ça doit être le cas, si je peux me permettre, ne pas hésiter à, prendre un rendez-vous avec, l'enseignant, l'enseignante, pour parler des besoins, de vos enfants. Par exemple, moi, j'étais très essoufflée, donc j'ai demandé, enfin mes parents plutôt, ont demandé à ce que j'ai les livres en double, donc un jeu de livres à la maison que je gardais et un jeu à l'école pour ne pas avoir à tout porter, dans mon cartable le soir. Donc voilà, ça facilitait grandement les choses. Et j'avais aussi les clés, de l'ascenseur de l'école, donc ça dépend, évidemment, de l'école, mais voilà, ne pas hésiter à demander s'il y en a pour éviter, la fatigue, notamment, au collège où on doit énormément, se déplacer et si besoin, mettre en place un PAI, donc tout simplement pour, faciliter la prise de médicaments, sur le temps scolaire. J'ai voulu aborder aussi le projet de grossesse, comme le docteur, l'a signalé. Évidemment, il doit être planifié avec, le cardiologue et pareil pour la contraception, c'est important, et bien d'en faire part à ses médecins pour choisir la bonne option. Parce que là encore, ça dépend, vraiment, du type, de tétralogie de Fallot, sévère ou pas. Et enfin, eh bien, en ce moment, je ne fais toujours pas de sport, même si c'est très important. J'essaye quand même donc de faire, de garder un rythme, actif, donc du vélo, de la méditation, du pilates. Après ça, c'est, selon les goûts, de chacun, mais c'est vrai que on en parlait tout à l'heure et quand j'ai fait, mon test d'effort, récemment, on m'a dit que c'était important que je me mette, au sport. Donc bien sûr, avec une tétralogie de Fallot, sévère, ça ne sera pas de gros efforts, mais c'est quand même important de garder ce lien. Je suis professeure des écoles, donc c'est pour ça, maintenant vous comprenez un petit peu pourquoi, les focus, sur l'école, et cetera, les émotions, la gestion des émotions, étaient importants, pour moi. Et je n'ai plus de médicaments. Voilà, donc une vie, tout à fait, normale, sereine et épanouie. Voilà, je reviens avec vous. Donc j'espère que, ce témoignage a pu apporter, un petit peu, d'espoir parce que c'est vrai que, enfin je me doute, je me mets à la place des parents et je me dis que, ben, voilà, souvent, les questions, sont portées sur, voilà, tout de suite ou alors, ben, plus tard, qu'est-ce que mon enfant va devenir? Est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir, vivre, entre guillemets «comme tout le monde?» Et bien, la preuve avec, 4, opérations à cœur ouvert et plusieurs, complications, je pense avoir une vie, comme tout le monde. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Anissa. Quel beau témoignage.
Alors en plus, c'est drôle parce que il y avait plein de questions dans le chat et qui concernaient notamment les projets grossesse, et tu étais en train d'y répondre, les émotions. Évidemment, on sait à quel point ton engagement pour l'école et l'éducation est important, notamment en vue de ton métier. Merci beaucoup, Anissa. Delphine, je crois qu'on a des questions. Une question pour Anissa, puis après, on pourra repartir aussi sur des questions. Oui, alors oui, effectivement, il y avait beaucoup de questions. Et donc, du coup, je ne sais pas si tu as répondu à la question, Anissa, est-ce que tu es maman ou pas? Non, pas encore. Mais en D'accord. effet, j'ai eu cette conversation avec mon cardiologue qui m'a dit de lui-même qu'il n'y aurait pas de problème, mais qu'il fallait évidemment que je le tienne au courant et que je sois suivie si grossesse il y a. D'accord, donc pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, la question s'adresserait plutôt au docteur Karsanti. Et donc, j'imagine que ça a un lien avec la cicatrice. Et donc, l'allaitement est-il possible? Est-il douloureux? Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'allaitement, par exemple? Alors, non, l'allaitement n'est pas contre-indiqué. Je pense que quand il y a une cicatrice, il n'est pas particulièrement non plus douloureux. Et hormis certains médicaments, même si on l'a dit souvent, les adultes n'ont plus de médicaments. Normalement, l'allaitement est tout à fait possible. Mais je crois que ce qu'a dit Anissa est vraiment le plus important, c'est qu'il faut que ce soit encadré, planifié, discuté avec le cardiologue et l'obstétricien, bien sûr. C'est-à-dire lui dire, j'ai une tétralogie de Fallot opérée, et après, c'est une discussion ensemble. Mais vraiment, souvent, c'est des grossesses qui se passent bien, très bien, et avec un allaitement et des suites tout à fait classiques et possibles aussi. D'accord. Et puis, Anissa, tu as quel âge déjà? Il faut remettre le micro. J'ai 25 ans. D'accord. 25 ans. D'accord. Voilà, après, c'était surtout les questions sur la gestion de tes émotions en tant que devenu adulte tétra de Fallot. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé de la gestion des émotions chez les enfants, donc par rapport aux parents, comment se comporter. Mais toi, du coup, c'est aussi un travail sur toi-même. Et donc, est-ce que tu as eu un accompagnement aussi par rapport à ça? Alors, en ce moment, je vais faire un peu de pub, mais je suis les séances de MDR proposées par l'association Petit Cœur de Beurre, et j'en suis à ma 2e, bientôt 3e séance, il me semble. Et voilà, c'est vrai que ça soulage et ça permet de faire ressortir sans forcément dire les choses à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est plus voilà, un travail intérieur, et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les séances de MDR, ça m'a vraiment soulagée. Après, se renseigner, lire des livres, notamment pour les petits, hein. J'ai vu passer une question, je n'ai pas fait attention si on y a répondu ou pas, mais oui, ça peut être intéressant de trouver des livres à lire aux jeunes enfants sur la tétralogie de Fallot ou juste les cardiopathies congénitales, et des petites vidéos aussi selon leur âge. Je me permets, si jamais, Gaëlle, je peux envoyer mes petites sources pour ceux qui le désirent. Bien sûr, on a également alors sur notre site internet, il y a beaucoup d'informations sur le site de Petit Cœur de Beurre. Donc, pour répondre à la question notamment de Virginie qui dit est-ce qu'il y a je ne savais pas qu'il y avait des séances de MDR avec l'asso. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le MDR, le MDR, ça consiste à travailler avec les yeux, notamment sur les traumatismes qui ont pu être antérieurs. Donc, c'est des projets pilotes qu'on a menés dans l'association pour voir si ça pouvait apporter. Donc, on essaye d'évaluer pour voir si ça peut vous apporter une plus-value dans votre quotidien. Que ce soit pour les patients ou pour les parents, hein, par ailleurs. Et ça, c'est disponible dans notre rubrique billetterie sur notre site internet. Alors là, je crois que la prochaine séance de MDR est déjà complète. Ça remporte un vif succès. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dès qu'on en reprogramme une, on le communique. Et puis, vous avez aussi une bibliothèque d'informations sur notre site internet. D'ailleurs, je vais vous partager mon écran, comme ça, vous allez voir un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez nos fiches les essentiels que je vous ai envoyées hier par mail pendant votre inscription. On a sur notre site internet une rubrique s'informer avec s'informer sur les cardiopathies congénitales, les fiches, les essentiels qui sont ici en téléchargement. Donc, vous pouvez retrouver notamment la fiche sur la tétralogie de Fallot qui est ici, sur
l'anastomose de Blalock, par exemple, pour combiner. Et puis, vous avez aussi le sujet des troubles du neurodéveloppement. Ça peut-être, on a pas mal parlé d'anxiété aussi, alors ça peut faire partie aussi de ces difficultés-là. Si vous avez envie de vous renseigner un petit peu sur c'est quoi déjà les troubles du neurodéveloppement, hein. On a parlé de dyspraxie, notamment Caroline Stoller et Caron. On vous explique tout ça ici, le neurodéveloppement de l'enfant, quelques pistes pour aider vos enfants à mieux grandir avec les émotions à la maison, notamment là, il y a une bibliographie avec beaucoup de choses sur les émotions. Et puis un rendez-vous InfoCœur qu'on avait fait sur le neurodéveloppement. Est-ce qu'on a des questions? On a encore quelques petits instants pour des questions. Alors, moi, j'avais une question qui avait été posée au moment de l'inscription. Je ne sais pas si la personne qui l'a posée au moment de son inscription est là, mais c'était intéressant d'une question. La CIV, lorsque l'opération est un succès, peut-elle réapparaître? Et si oui, quels signes avant-coureurs? C'est une question pour le docteur Carsanti. Alors, normalement, c'est très rare c'est vraiment exceptionnel que le patch de CIV lâche, on va dire, s'ouvre plus tard. Quand il y a parfois, il n'est pas complètement étanche après la chirurgie et il peut rester pas complètement étanche, mais qu'il lâche et que la CIV s'ouvre comme ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas censé arriver. Et c'est toujours pareil, hein, c'est ce principe du suivi qu'on va faire très régulier au début. Hein. Ça a été bien décrit tous les mois, puis tous les 3 mois, puis 6 mois, 1 an, qui va permettre de dire, ben non, finalement, le petit trou qu'il y avait, il est en train de se fermer ou au contraire, finalement, il est un peu plus conséquent. Mais ce n'est pas d'un coup et normalement, il n'y a pas de signe. Ce n'est pas 5 ans après, pouf, le trou se réouvre avec un signe brutal ou quoi. Non, ça c'est pas quelque chose qui arrive. Je vois une question. Oui, tout à fait. Alors, exactement, le patch, une fois qu'il est bien étanche, il va se recouvrir des cellules du cœur, hein, et ce qu'on appelle s'endothélialiser, vraiment être recouvert des cellules. Et donc, raison de plus, tout à fait, ça ne va pas se réouvrir d'un coup comme ça, puisqu'il y a finalement le tissu qui l'a recouvert. Donc, en effet, c'est tout à fait ça. Ensuite, quelle est la probabilité nette avec une tétralogie de Fallot? Eh bien, les cardiopathies congénitales, c'est à peu près 1% des naissances et la tétralogie de Fallot, c'est 3 à 5% des cardiopathies congénitales. Donc, si on fait le calcul, c'est une probabilité plutôt faible, mais ça fait à peu près du 5 pour 1000. Voilà, 3 à 5 pour 1000. Et je précise aussi, pour compléter, Clément, que chaque histoire est différente. Là, on a notamment présenté 2 parcours, celui de Caroline et d'Anissa, qui sont leur parcours, et que chaque cardiopathie congénitale est différente et chaque tétralogie de Fallot est différente. On l'a vu, hein, les différentes formes. Et donc, que ce qu'on se dit là, ce ne sont que des informations générales, mais qui ne sont pas forcément votre histoire et votre parcours. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que en 10 minutes, on fait une présentation générale, mais vraiment chaque histoire et chaque parcours est aussi bien personnel, émotionnel, ressenti que médical est différente. On a dans la salle, je ne sais pas s'il y en a encore là, Véronique, que moi je connais depuis longtemps, Véronique, qui est une adulte concernée, mais qui est plus âgée plus âgée, Véronique, je ne veux pas dire que Anissa. Parce que je crois que tu voulais prendre la parole, Véronique, je ne sais pas si tu es là encore. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je suis en train de conduire, j'ai essayé de me trouver un stationnement. Alors, tu sais quoi, Véronique? Stationne-toi, puis quand tu es prête, tu te reconnectes et tu lèves la main. Je ne préfère pas te laisser la parole. Non, il n'y a pas de souci, c'est ma fille qui tient le téléphone. Non, mais c'est peut-être prudent. Ah, tu te gares et tu reviens. Pas de souci, t'inquiète pas, on a encore un peu de temps. On ne va pas prendre de risques, Véronique. Merci beaucoup. On te reprend dès que tu es disponible. Il y avait une petite question, si je peux me permettre. Voilà, donc on a beaucoup d'enfants qui sont opérés, certes, mais quels sont les signes avant-coureurs d'une nouvelle opération durant l'âge adulte? Alors, ça peut être, je réponds, hein, excusez-moi, ça peut être, alors encore une fois, normalement, quand on a un suivi régulier, hein, et c'est vraiment l'intérêt de ce suivi régulier, c'est que le cardiologue, grâce à l'IRM, à l'épreuve d'effort, à l'échographie, il va déceler le besoin d'une réintervention avant qu'il y ait des signes
avant-coureur. Mais après, parfois, on attend qu'il y ait des petits signes. Et les petits signes, c'est souvent l'essoufflement aux efforts importants. Voilà, quand finalement, on commence à avoir du mal à faire des efforts aussi importants qu'avant. Et ben là, c'est que peu importe la fuite, on commence à la tolérer un peu moins et donc il est temps d'intervenir. Mais vraiment, souvent, le but, c'est même d'intervenir avant qu'il y ait ces signes. Voilà. Et d'où le suivi régulier à faire toute la vie. Parce que, comme je disais, intervenir quand on est au stade de la complication, ça, c'est vraiment moins bien. Quand on est au stade des symptômes, parfois c'est le cas, mais ce qui est encore mieux, c'est un petit peu avant les symptômes. Super. Merci beaucoup, Clément. Ah, Véronique, tu t'es garée. Vous m'entendez? En plein temps, vas-y, dis-nous. Voilà, donc je me présente, Véronique, 52 ans, 1m51, et je pense que ça c'est important dans mon cas, puisque le fait d'être petite permet au cœur de travailler un petit peu moins, d'être moins sollicité, c'est ce qu'a dit mon cardio. Donc moi je suis née en 1970, mes parents ont découvert ma cardiopathie, ma tétralogie de Fallot, puisque lorsque je pleurais, je devenais violette, d'où la maladie bleue. J'ai été opérée en 72 de ce qu'on disait, on appelait ça la petite opération, le Blaloc, et puis en 75, la grosse opération à l'hôpital de Nantes, puisque j'étais originaire de Lorient. Souvenir de l'hôpital, une armoire avec une grosse fleur, des infirmières gentilles, ma maman qui me raconte que je lui avais montré la cicatrice et qu'elle avait été choquée par la cicatrice, puisqu'à l'époque, on faisait quand même des cicatrices assez larges. Et puis une enfance tranquille, aller voir le docteur régulièrement lorsque j'étais enrhumée, du Clamoxyl dès que j'avais un rhume. Et puis à l'école, j'étais une enfant timide, je ne faisais pas de sport. De toute façon, je n'aimais pas le faire, donc ça m'arrangeait de ne pas faire de sport. Donc j'étais toujours, comment on dit, dispensée. Et puis voilà, j'ai école tranquille. À la plage, je gardais mon t-shirt parce que je n'aimais pas montrer ma cicatrice. Et puis, j'ai passé mon bac, dispensée de sport aussi, c'était bien pratique. J'ai fait mes études et puis voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je suis mariée avec mon mari. On a eu 2 enfants. Donc, la cicatrice n'a pas posé problème justement au niveau de la relation avec mon mari. Je lui ai tout de suite dit que j'avais une cicatrice qui séparait ma poitrine en 2. Je lui ai montré, je lui ai dit tu restes avec moi si tu veux, si ça te dérange, tu me quittes. Et puis il a accepté ma cicatrice qui fait partie de ma personnalité. Mes enfants, les grossesses, j'avais demandé l'autorisation à mon cardiologue, il m'a dit pas de souci. Donc voilà, des grossesses sans difficulté particulière, avec un suivi quand même chez le cardiologue tous les 3 mois. Et puis voilà, une vie normale, quand même un suivi régulier chez le cardiologue, ça c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, pour vérifier que tout va bien. Et d'ailleurs, c'est à 45 ans, je me suis posé la question, mais pourquoi je vais tous les ans chez le cardiologue puisque je vais bien? Et c'est là que j'ai appris qu'en fin de compte, il fallait quand même vérifier ma petite valve pulmonaire qui a une fuite, mais qui ne m'empêche pas de vivre. Et là, le choc d'apprendre que je serais susceptible d'être réopérée pour changer cette valve. Donc, je pense que c'est important pour les enfants d'aujourd'hui de leur dire, oui, on a une vie normale, mais il y a toujours possibilité dans le futur d'être réopéré. Et ça, je n'y étais pas préparée. Merci beaucoup, Véronique, pour ton témoignage. Et effectivement, je pense que c'est important de faire passer ce message s'il n'est pas suffisamment passé. Mais quand on a une voiture, on va faire son contrôle technique régulièrement. Là, c'est le même concept. Il faut aller vérifier de temps en temps que tout va bien. Déjà, ça rassure. Et puis, ça permet d'anticiper toute difficulté, toute complication qui pourrait arriver à l'âge adulte. La prévalence, Clément, tu peux nous rappeler la prévalence des troubles du rythme, par exemple, à l'âge adulte, à partir de 40 ans
Ouais, à partir de 40 ans, on est autour des… Alors, il y a différents types de troubles du rythme. Il y a des troubles du rythme des oreillettes ou des ventricules, etc. Mais entre les oreillettes, les ventricules, et à partir de 40 ans, on est quasiment à 30%, hein, donc après 40 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Voilà. Parce qu'il y a des cicatrices sur le cœur, parce que souvent, il y a des petites choses, la fuite, l'obstacle qui reste et qui favorise ces arythmies. Et là, c'est pareil, il faut les prendre en charge activement et souvent et dans des centres plutôt spécialisés. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'important. Il y a des rythmologues vraiment qui s'occupent de la rythmologie des cardiopathies congénitales. Vraiment, ça, c'est une notion qui, je pense, est vraiment importante à souligner également. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à demander à votre cardiologue qui vous suit, si par exemple vous déménagez ou autre, quel est le cardiologue ou le rythmologue qui peut vous suivre et qui connaîtra la tétralogie de Fallot et l'avenir quand on est adulte avec une tétralogie de Fallot. Super, merci beaucoup. On approche bientôt de la fin. Donc, moi, je vais juste… n'hésitez pas si vous avez des dernières questions dans le chat, comme ça, on pourra essayer d'y revenir. Je vous ai présenté tout à l'heure sur notre site internet les fiches, les essentiels. Le prochain rendez-vous InfoCœur aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, début avril, je crois, sur la morphogénèse du cœur, puisque l'objectif, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment se forme le cœur au tout début du développement du fœtus. J'étais au laboratoire de morphogénèse du cœur de l'Institut Imagine il n'y a pas longtemps. On a découvert des trucs incroyables et on voulait vous partager ça. Donc, ce sera début avril. Et puis aussi, quelles sont vos attentes? Là, on s'est fait un rendez-vous InfoCœur sur la tétralogie de Fallot, mais si vous avez des attentes particulières, je ne sais pas, ça peut être le sport, ça peut être comment vivre avec un handicap au quotidien. On a parlé des émotions beaucoup durant ce rendez-vous de ce matin. Peut-être que ça peut être une thématique qui peut être aussi évoquée. Donc, n'hésitez pas à le préciser dans le chat si vous avez des attentes particulières ou à nous contacter comme vous voulez sur nos réseaux sociaux, par mail ou quoi, pour nous dire moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que je trouve que je ne suis pas assez informée sur ça. Et puis, une petite actu, c'est bientôt le 14 février, c'est la journée de la Saint-Valentin, bien sûr, mais aussi la journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales. À l'occasion, on vous propose un petit challenge qu'on a depuis quelques années, c'est le challenge #JeT'aime avec un W, non pas un M, c'est un M à l'envers, le W, avec, voilà, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais là, vous pouvez faire un petit dessin sur vos doigts, le partager sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'on a, Delphine, des questions qui seraient arrivées? Il est 11h tout pile. Alors, deux toutes petites questions très rapides. La première, quel est le patient le plus âgé que vous connaissez? Alors, avec une tétralogie de Fallot, plus de 60, je dirais 75 ans. Ah oui, oui, parce qu'en fait, il y a des tétralogies de Fallot qu'on a dit qui étaient roses et donc qu'on a découvert un peu tardivement ou très tardivement et qu'on a opéré très, très tardivement. Et donc, je pense que oui, quand j'étais à Paris, j'avais une patiente qui doit maintenant, qui avait quasiment 75 ans. Donc oui, c'est quelque chose possible. Et surtout, bien plus possible maintenant, puisque maintenant, on l'a dit, avec tous les progrès, la chirurgie, puis tout ce qu'on peut faire après, c'est… Dans 30 ans, on refera un InfoCœur et je pense qu'il y aura beaucoup de patients de plus de 60 ans avec une tétralogie de Fallot. Et la dernière question, qui est très spécifique, voilà, donc tout le monde connaît un petit peu le téléphérique du midi, et nos petits malades tétralogie de Fallot se demandent s'ils peuvent le prendre. Alors, tout à fait. Alors, quand on a une tétralogie de Fallot, alors réparer, aucun problème, on peut tout à fait aller en montagne, etc. Ça peut être difficile si on est toujours bleu, si ce n'est pas encore réparé, etc. On peut conseiller de ne pas aller trop en altitude quand on a la cyanose. Donc, chez un bébé tout petit, très bleu, là, attention quand on monte très haut en altitude, quand on monte en altitude assez haut. Mais après, réparer, aucun problème, bien sûr, pour aller au pic du Midi ou en haut du Mont Blanc. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Bon, super. Merci à tous. Merci à tous pour vos interventions. Merci à tous pour vos questions, votre participation. N'hésitez pas, vous pouvez revisionner sur notre chaîne YouTube. Vous avez différentes vidéos et notamment une playlist dédiée à tous nos rendez-vous InfoCœur sur différentes thématiques, qu'elles soient pédiatriques ou adultes.
Et encore une fois, si vous souhaitez qu'on aborde certaines thématiques qui n'auraient pas été soulevées jusqu'à présent, n'hésitez pas, on est là pour porter la voix du patient et s'entourer de professionnels comme aujourd'hui le docteur Clément Carsanti qui a accepté de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions ce matin et on leur remercie. Merci à Anissa, Caroline pour leur témoignage. Merci Delphine d'avoir accepté de jouer la modération aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite un bon week-end